Je partais parce que je voulais pas que ça me spoile de trop, mais ça me fait vraiment giga peur. Parce que ça ressemble un petit peu au speech de la sélection, mais version un petit peu plus poussée. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Abokinade. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux book haul de ce que j'ai pu recevoir cet hiver. Je les ai comptés, je trouve ça bizarre. À mon avis, il y en a beaucoup que j'ai oublié, soit que je vous ai déjà présenté et je sais pas, dans ma tête, je me suis dit que je vous en avais déjà parlé dans le book haul précédent, mais je ne pense pas. Mais je me suis quand même arrêtée là au vu de la masse de livres et heureusement que je réduis. Je sais pas à quel niveau, mais apparemment je le fais. Les deux premiers livres que j'attrape, ce sont des Hugo romans. J'ai d'abord reçu Unhappy New You, je l'ai pas du tout reçu, je l'ai acheté, de Dahlia Blake, d'Elinda Dainelli Blabla, Magali Lingenberg et Morgane Moncomble. Je ne sais pas du tout si on prononce le nom de famille de Magali comme ça. Ça me fait penser au FNR parce qu'on a un présentateur qui annonce à chaque fois les autrices. Pour le coup, il y avait que des femmes, sauf Ludo. Il y avait un mec. Pour Magali, à chaque fois, on se plante une fois sur deux. Bref, du coup, c'est une romance. Du coup, ce sont plusieurs nouvelles. 5 nouvelles au total, une par autrice. Et donc, ce sont les sœurs Scott. On arrive vers la fête du 31 décembre et en fait, c'est un moment assez particulier pour la famille Scott puisque la maman est décédée. La soirée du 31 en famille va sensiblement, normalement, être un petit peu triste. Et en fait, elle va être faite de révélation en révélation. Si j'en crois le résumé, du coup, on a d'abord Fallon qui est forcée de vivre avec son mari malgré leur séparation. On a ensuite Amy qui travaille pour Satan en personne et à cause d'une météo capricieuse, elle est obligée d'accepter que son patron la conduise jusqu'à sa maison. Ensuite, on a, enfin la maison de son enfance. Ensuite, on a Evie et Connor qui ont toujours été en compétition et un énième pari va les mener à franchir une nouvelle année, menottés l'un à l'autre. On poursuit avec Taylor qui est une star internationale de la chanson et qui a le syndrome de la page blanche et elle se voit imposer Zeke, un parolier de renom qui doit la suivre partout. Et pour finir, on a Hazel qui a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Ça fait trop bien. Ah, moi j'entends juste elle. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a plus le choix, c'est ce soir ou jamais. Donc voilà, j'ai loupé le coche pour le lire au 31 décembre, peut-être que je vais pas du tout finalement le lire au 31 et que je le lirai pendant l'année, je ne sais point, mais j'avais très envie de le lire et c'est suite à la review de Marina, donc Gossip Book, je vous mets son Instagram en barre de description, que je me suis décidée à me le prendre. Ensuite on a The Soulmate Equation de Christina Lauren. Alors celui-ci, donc je l'ai reçu et ça me fait penser un petit peu à The Love Hypothesis, non pas The Love Hypothesis, Perfect Love, Perfect Match de Lila Mars chez Collection EH, mais en fait je pense que c'est juste le principe de pouvoir trouver ton âme sœur par le biais d'un pourcentage calculé par une machine et une centaine de tests, et là je crois que ça va être l'ADN qui va pouvoir le déterminer. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est le personnage de Jess Davis qui est une mère célibataire et qui en a un peu fini avec l'amour entre guillemets. Elle en a marre quand même de la solitude, mais elle n'arrive pas à trouver cette personne là. Elle a un peu jeté l'éponge pour essayer de la chercher. Elle va donc faire appel à cette agence un peu matrimoniale qui débarque et donc elle va faire les tests qu'on lui demande et d'après les résultats, elle serait à 98% compatible, pas avec n'importe qui, mais avec le créateur de cette espèce d'agence. Alors c'est pas une agence matrimoniale, mais enfin c'est une entreprise, une start-up qui est là pour trouver ton âme sœur avec ton ADN. Vous avez compris le principe. Donc un tel résultat, forcément ça va susciter l'œil du public et tous les deux vont accepter, surtout elle va accepter en échange d'une rémunération de connaître cet homme et d'être surtout sur le feu des projecteurs parce que du coup ils vont servir de publicité. Et au fur et à mesure elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière cette start-up qui sont pas forcément en adéquation avec ses valeurs. Voilà pour le résumé de cette histoire. J'ai l'impression de le connaître sur le bout des doigts tellement que j'ai lu le résumé et tellement qu'il me donne envie, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé le temps. C'est vrai que là je tourne cette vidéo, on est mi-mars, de toute façon ça va sortir dans quelques jours, donc en fait je sais pas pourquoi je dis ça. Les mois de février, mars, avril et mai, ce sont des très gros mois musclés. Je pensais pas qu'ils seraient aussi musclés et je suis amenée à beaucoup lire de fantasy, de SF et tout, des trucs que vous ne verrez d'ailleurs pas sortir parce que pas finalement j'ai pas aimé. Et des trucs que vous allez voir sortir au fur et à mesure, mais bref, donc j'ai peu lu de romance. Ensuite, ma très chère Momon, si tu passes par là, merci. Elle m'a offert Babel dans cette version là.
incredible. Il est vraiment super beau, donc voici à quoi ressemble le jaspage. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait en continu. Bah c'est vrai que le noir ressort bien, pas difficile à convaincre. Et voici à quoi ressemble l'intérieur. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer. Je sais que Juliette du compte Insta Bouqueuse l'a terminé. Juliette, l'as-tu terminé? Si tu es là, réponds en commentaire. Ça se passe du coup en 1828 où un jeune orphelin chinois va être recueilli à Canton par un professeur en fait qui est à Londres. Suite à ça, il va être rebaptisé Robin Swift, pas Taylor Swift hein, mais ce jeune homme va consacrer ses journées entières à étudier les langues dans l'optique d'intégrer l'université par exception de traduction Oxford qui est connue à ce moment-là sous le nom de Babel. Là-bas c'est le berceau de l'argentogravure. Les étudiants passent tout le plus clair de leur temps à étudier le sens des mots et dès ses premiers jours à Oxford, Robin va petit à petit prendre conscience que ses travaux profitent à l'empire du Royaume-Uni qui est une puissance inégalée et également à sa soif de colonisation. Toujours l'empire britannique, hein, lui non. Et forcément au détriment des classes défavorisées. Et donc pour lui, très vite, servir Babel revient donc à trahir ses origines. Il espère peut-être pouvoir changer Babel de l'intérieur ou peut-être pouvoir intercepter cette institution, voire sacrifier ses rêves. Voilà pour l'histoire, je sais pas si certains l'ont lu. C'est vrai que j'ai vu énormément de choses passer, j'ai vu beaucoup de lectures communes autour de celui-ci. Moi j'ai décidé de pas le proposer en lecture commune pour le coup parce que je le voyais tellement passer. Je sais pas quand je vais pouvoir me le lire, mais alors j'ai très envie de me faire mon propre opinion parce que je vois passer du tout. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Rajo au plus profond de la forêt de Holly Black. C'est pas la suite du Prince Cruel, mais c'est dans le même univers. Je vous montre un petit peu, voilà, comment est le livre. L'intérieur, c'est comme ceci et il y a une petite en-tête à chaque début de chapitre. Nous sommes ici dans la forêt de Sol Clair et au plus profond de cette forêt se cache un cercueil fait de verre. Et dans ce cercueil, il y a un garçon qui dort depuis des années, voire des siècles. C'est un garçon faé, donc doté de cornes et d'oreilles pointues. Et Hazel et son frère Ben sont tombés amoureux de ce garçon quand ils étaient plus jeunes. Mais le jour où l'étrange garçon se réveille et pète le verre de son cercueil, vous jugez bien, il va y avoir un petit bousculement. Le village de Sol Clair est en danger, Hazel va réunir toutes ses forces et toutes ses connaissances pour lutter contre ça. Qui est ce garçon? Comment vont finir cette fratrie? Tout est dedans. Il faut encore que je lise la petite histoire là des deux sœurs dans l'histoire du Prince Cruel. Là c'est un tout petit livre qui est sorti avant d'entamer celui-ci. J'ai pas encore lu aussi l'héritier trahi. J'ai vraiment très hâte aussi de le lire celui-ci. Pour le coup le résumé, il est complètement enchanteur. Ensuite je me suis acheté aux éditions BMR la nouvelle sortie de Livestone, à savoir King of Scott. C'est un tome, donc il y a d'autres tomes de prévu. Ça se passe ici en Écosse qui est gouvernée par une monarchie et une monarchie qui est soutenue par des clans. Le roi Adan, il s'appelle Adam? Non, Aidan Stuart Ier est à un tournant de son règne puisqu'il lui faut un héritier. Et qui dit héritier dit une femme, puisque nous sommes les seuls en mesure de pouvoir porter la vie. Lui, à ce moment-là, il s'en fout un peu, mais on lui fait comprendre qu'il devrait un petit peu s'en inquiéter. C'est un personnage assez frivole pour le coup, et il s'amuse, il a pas envie de se prendre la tête, il a bien le droit. Et c'est alors que Hailey, une jeune pâtissière, va être embauchée pour servir des pâtisseries, des desserts au roi. Cette pâtissière a grandi à Los Angeles, mais bien qu'elle a grandi à Los Angeles, elle a des racines en Écosse. Tellement qu'elle a un passé commun avec ce roi, puisque quand ils étaient plus jeunes, ils se connaissaient, il la gardait en quelque sorte, je crois, et apparemment il était pas hyper sympa. Tous les soirs, les deux vont se retrouver, puisque tous les soirs, elle va lui apporter un dessert nocturne. À ce moment-là, l'Écosse est en pleine transformation, donc vous vous doutez qu'il y aura beaucoup de changements à venir. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais j'ai adoré la série Witch and God. Pour le coup, je sais que Livestone a une plume très addictive, j'adore les histoires sur l'Écosse, c'est un truc qui me passionne, donc je pense qu'on peut avoir un très très bon cocktail ici. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Casterman Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. Je pense que n'importe qui regarde cette couverture se dit tout de suite c'est de la mythologie. Et vous avez raison, bravo. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont envoyées à Poséidon chaque printemps pour être sacrifiées. Ça commence vraiment sur un moment super sympa, vraiment. Et donc tel est le funeste sort pour Leto, donc le personnage qu'on va suivre. Elle va être désignée, nulle échappatoire, elle sera donc
exécuté. Très bien. En même temps, les histoires de mythologie finissent un peu toujours comme ça. Mais pourtant, la mort ne sera pas sa destinée. Petit plot twist, elle va se réveiller bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, une troublante immortelle qui a le don de commander la mer. Elle l'accueille et elle va surtout lui révéler la seule manière de briser cette malédiction. Accrochez-vous bien, Leto doit juste assassiner le prince d'Ithaque. Allez, les feux de l'amour, ils sont là. J'ai trop hâte de le lire là. En ce moment, il y a pas mal de sorties de chez Casterman qui m'intéressent grave. Ça fait quelques années que je regarde un peu le catalogue et pour l'instant, rien ne me donnait envie. Mais alors cette année, on aime beaucoup. Ensuite, j'ai un petit peu craquette mon slip chez les éditions Corrigan. Je me suis pris Les Garçons Perdus, donc de Sam Stern. Je crois que j'ai dû vous le présenter peut-être dans ma pile à lire du challenge Romantasy de Nina. C'est pareil, toutes les informations pour le challenge de Nina, le challenge Romantasy sont dans la barre de description ainsi que la chaîne YouTube de Nina. Regardez-moi ce beau bébé. Il est beau. Alors j'ai entendu, je n'ai pas encore vérifié qu'apparemment, aux éditions Corrigan, il y aurait quelques problèmes de traduction ou problèmes éditoriaux en mode relecture, je ne sais pas. Par contre, je suis preneuse d'avoir vos retours en commentaire parce que ça m'est déjà arrivé, notamment chez les éditions Hugo, d'avoir ce retour-là et que quand je lis le livre, je ressens pas ce problème-là. Genre je vois une ou deux coquilles que je peux repérer dans d'autres maisons d'édition parce que les coquilles c'est normal, ce sont des êtres humains qui ont géré ça, donc l'erreur est humaine. Ça me choque pas plus que ça, mais j'ai vu beaucoup de messages comme ça. Alors je ne sais si c'est un truc qui a été multiplié, qui a été amplifié ou si c'est la réalité, mais j'avoue que la dernière fois qu'on m'a dit ça, pour une sortie de Hugo Roman, j'ai vu effectivement une ou deux coquilles, mais ça reste une ou deux coquilles. Ça m'a pas du tout choqué, ça m'a pas freiné dans ma lecture, voilà. Donc je suis preneuse. Du coup, selon vos retours en commentaire, j'essaierai d'être plus alerte et donc voir si c'est réellement le cas. C'est une petite bouteille. Je sors encore mon joker, je n'ai toujours pas retenu le résumé de ce livre, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire l'actrice, je ne sais pas. Dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres, où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Jusqu'au jour où, évidemment, il va croiser le chemin d'un jeune immortel et ça va être un vampire qui est déguisé en gentilhomme et qui lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de pouvoir, une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question. On achète ou on n'achète pas. Moi j'ai acheté déjà. Avion qui passe. Ensuite je me suis pris la suite d'une série, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Il s'agit de La Maison au cœur exalté et je crois que le tome 1 s'appelle La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstone, toujours aux éditions Corrigan. Est-ce que je me suis fait avoir par rapport à l'objet marketing? Peut-être. Non, en réalité, j'avais reçu le premier tome de la maison d'édition et donc j'ai vu que le tome 2 était sorti. Et vu que je sais que ce sont des éditions très limitées et pour le coup, il y en avait plus vers chez moi et vraiment je suis tombée dessus par hasard quand j'étais en déplacement. Donc j'étais très contente de le trouver et donc je l'ai pris. Je ne sais encore pas une fois ce que ça donne. Je vous demande de ne pas me donner vos avis cette fois-ci dans les commentaires puisque je veux y aller les yeux fermés s'il vous plaît. Et donc je ne vous dirai pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a une prophétie. C'est tout. Ensuite, j'ai de la chance, pour la Saint-Valentin, mon copain m'a offert Plein Ciel de Siècle Veil Satanas, comment on dit ça? C'est un B? Bal? Pardon. C'est aux éditions Bing Bang, donc la collection Young Adult. Je sais que pour le coup, Louise, donc de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, je mets aussi sa chaîne YouTube dans la barre de description, l'a lu et l'a fortement apprécié. Et c'est aussi pour ça que quand mon copain m'a dit par hasard t'as une wishlist à jour de livres. Et bien sûr, j'ai mis celui-ci. Ça parle notamment d'un opéra et c'est ça qui m'a donné envie de me plonger sur cette histoire parce que ça sort un petit peu des romantaisies que on peut voir souvent passer en ce moment. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates, capable de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de Plein Ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Eh ben vous m'en direz tant. Enfin moi je vous dirai quand je l'aurai lu du coup. J'ai reçu cette fois-ci des éditions Advil, Magnolia Parks
Parks de Jessa Hastings avec cette petite pastille qui m'embête. Arrêtez de mettre ça s'il vous plaît, c'est frustrant. Magnolia Parks, on est sur une histoire apparemment à la Gossip Girl. J'avoue que c'est ce qui m'a un peu donné envie de me pencher dessus. Et ensuite, j'ai vu plein d'avis, plein d'avis majoritairement négatifs sur ce livre. Je ne sais pas pourquoi il se fait autant des mots lire, parce que du coup à chaque fois que je voyais des avis négatifs, genre j'écoutais un tout petit peu puis après je partais parce que je voulais pas que ça me spoil de trop et que je me fasse malgré moi influencer dans mon avis. Mais dans cette histoire on va avoir deux personnages. On va avoir Magnolia qui est issue d'un secteur assez riche. Elle serait apparemment légèrement névrosée, égocentrique, des compliments qu'on adore. Et alors l'autre, c'est Beji Ballantine. J'ai jamais vu ça. C'est une première. Et lui, il est le bad boy que tous les paparazzis s'arrachent. Et évidemment, il lui a brisé le cœur. Bien évidemment, encore une fois, ils sont faits l'un pour l'autre. Et ça, tout le monde le sait. Apparemment, sauf eux. Surtout lui, parce que c'est lui qui lui a brisé le cœur. Pour le tenir à distance, elle a une manière bien à elle. Même si apparemment elle l'aime quand même, elle sort avec plein de mecs. Histoire que ça le repousse. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais à chaque fois, ce sont que des tentatives pas assez conséquentes pour le repousser puisqu'ils finissent quand même ensemble à chaque fois et ils se retrouvent. Apparemment une relation un petit peu toxique. En tout cas ils ont pas l'air de savoir vraiment ce qu'ils veulent ces petits. Et oui du coup j'ai vu beaucoup d'avis sortir, même pas 2 semaines après la sortie de ce roman où vous allez avoir peut-être mon chat dans ce coin-là dans quelques secondes. Je sais pas du tout ce que ça va donner, en tout cas j'étais curieuse de quand même le lire parce que la vibes Gossip Girl, je crois que j'en ai encore jamais vraiment croisé en romance, du moins j'ai pas fait le choix de lire ces livres-là et j'étais quand même curieuse de pouvoir en découvrir un. Ensuite ce sont 2 réceptions, romantésie je pense qu'on pourrait les classer. Les épreuves de la Reine Soleil de Nisha J. Touli et ensuite on a les Luminaires de Suzanne Dénard. Donc ça c'est aux éditions Michel Lafon et là c'est la Martinière Fiction. Vous allez certainement vous demander pourquoi je vous présente les deux en même temps puisque je n'ai pas envie de vous résumer ces histoires-là. Je préfère un petit peu oublier les résumés et me pencher sur ces lectures complètement à l'aveuglette sans me souvenir de quoi parle l'histoire. Ensuite, je m'étais précommandé un livre en campagne Ulule. Il s'agit du Chant des Voiles de Tips. Voici à quoi il ressemble. C'est un super beau livre. Si jamais il vous intéresse, la version hardback n'est plus du tout disponible, c'est un vrai collector pour le coup, c'est vraiment un livre exclusif, on ne pourra plus le retrouver hormis sur des sites de revente, mais si vous souhaitez connaître l'histoire, il sera disponible en audio ainsi qu'en brochet. En brochet, je crois que c'est les éditions Plume Blanche qui vont le publier, et en audio, je pense que sur les applications type Nextory, Audible, BookBeat, vous allez pouvoir le retrouver. Je crois qu'il n'est pas encore sorti, hein, mais ça devrait pas tarder. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Luca qui, elle, rêve de pouvoir naviguer sur les océans et dans les mers et elle va enfin pouvoir toucher son rêve du bout du doigt puisqu'elle va pouvoir faire partie d'un équipage. Elle intègre cet équipage et ça devient de plus en plus complexe pour elle et beaucoup plus difficile que ce qu'elle imaginait puisqu'il y a un sexisme qui est présent et un sexisme qui commence vraiment à lui taper sur le système et à handicaper en fait le travail qu'elle effectue jusqu'à ce qu'elle se demande en fait pourquoi on l'a recrutée, est-ce que vraiment il y a un intérêt qu'elle soit là. Voilà pour le speech un petit peu de base que j'ai vraiment raccourci. J'ai encore pas beaucoup lu l'histoire en piraterie. Je sais que donc j'ai lu Les Maris Réplin, donc La Carte des Confins, et que j'avais lu, je me souviens plus exactement du titre, mais c'était des romans qui étaient sortis chez les éditions Rajo avec une fille qui a des cheveux roux, là je ne sais plus du tout le titre. J'avais pas trop kiffé, mais je l'avais lu. Donc j'espère que celui-ci va être un coup de cœur pour moi parce que j'ai pas encore eu de coup de cœur avec comme thématique la piraterie. J'espère que celui-ci pourra vraiment être un coup de cœur. Le prochain que je vous présente, je l'ai reçu de la part des éditions Slalom. En fait je ne fais pas partie du système de partenariat de Slalom, mais en fait j'avais eu un message de Juliette, donc Instabookeuse, qui disait qu'il avait lu ce roman et qu'il avait vraiment adoré. J'ai toqué à la porte de Slalom et ils m'ont dit mais bien sûr on te l'envoie. Donc je suis très contente parce que ça ressemble un petit peu au speech de la sélection mais version un petit peu plus poussée. Il s'agit donc de Noblesse Oblige de Maïwen Alix. Voici à quoi il ressemble. Il y a un jaspage qui est vraiment très beau. Pour être sûr de pas dire de bêtises et de ne pas confondre avec la sélection, je vais vous lire le résumé. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles et on y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élus à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion réelle
rêvait d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. J'espère vraiment qu'on va avoir un côté peut-être un peu thriller dans ce livre-là, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'espère. J'ai vu aussi qu'on reprochait à ce roman qu'il n'y avait pas de trigger warning, et la première chose que j'ai faite, je suis allée à la première page de titre, pour moi est un trigger warning, et qui dit « Ce roman contient des scènes de sexe et de violence explicites ». Alors je ne sais pas pourquoi ces gens-là disaient que du coup ils mériteraient un trigger warning, et quel trigger warning ils méritaient, mais j'avoue que pour le coup je peux pas dire qu'il y a rien du tout, puisqu'il y a littéralement une phrase. Donc je sais pas si ça concerne un autre sujet qui n'est pas du tout évoqué dans cette phrase-là, mais par rapport à des livres qui n'ont pas du tout de trigger warning, je peux pas dire qu'ils ont pas fait l'effort. Ensuite, aux éditions Sabren, je me suis acheté dès sa sortie l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Donc voici à quoi il ressemble. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire donc de Emily Wilde, qui est l'une des meilleures élèves de son université, et elle veut être la première à écrire une encyclopédie féerique, et pour ça, elle va aller dans un voyage scolaire. Non. Mais elle va faire un voyage exprès pour pouvoir écrire sur les faits les plus reclus du monde, et elle va aller dans un village nordique, je ne peux pas vous dire le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. Donc elle va commencer à faire ses recherches là-bas, et son professeur, un professeur qu'elle n'apprécie pas des masses, va la rejoindre pour l'aider dans ses recherches là. Elle est pas du tout contente, elle voulait faire son truc toute seule, elle n'apprécie pas ce prof, et en plus il semble lui mettre des bâtons dans les roues. Relou monsieur, s'il vous plaît, vous êtes juste encombrant comme personne. Au plus les semaines passent, au plus elle étudie donc ces fameuses fées reclus, elle se rend compte qu'elles sont très dangereuses, beaucoup plus que ce qu'elle avait pensé, et en plus de ça, ce professeur est vraiment très encombrant, et ça commence vraiment à mettre en péril son travail. Et elle se dit qu'en fait elle était bien au chaud dans son Angleterre, et qu'elle a hâte de retrouver son petit nid douillet. Voilà pour le speech de base. C'est un livre que j'ai vu énormément passer dans la communauté littéraire anglophone, pas trop en France, j'ai pas encore vu des masses de reviews dessus, mais je sais que je guette sa sortie en France depuis un sacré moment, et je suis contente qu'il y ait enfin la traduction de ce livre, et je vous en dirai des nouvelles. Normalement, je pense que à l'heure où la vidéo sera en ligne, je devrais être comme aux 3/4 du livre, j'espère. Je me suis pris aussi en auto-édition The Beauty of the Beast de Evie Estier, donc c'est un relié, pareil c'est un collector, vous n'allez pas pouvoir le retrouver, mais il ressemble à ceci. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, de ce que j'ai compris, version MM et version beaucoup plus dark. Pour le coup, je le précise, là je le sais, on est sur un livre pour public averti. S'il vous plaît, si vous avez 14 ans, vous passez votre chemin. Public averti. Moi je dis minimum 18 ans. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas certifier de telle ou telle chose, mais on sait d'office que c'est un livre pour public averti. Moi c'est l'âge que je dis qu'il est préférable d'attendre minimum, s'il vous plaît. Sachant que même si t'as 18 ans, si t'es un peu sensible et que t'aimes pas trop quand il y a de la violence, patati patata, c'est peut-être pas le livre qu'il te faut quoi. Donc voilà pour celui-ci, je vais pas encore vous résumer celui-ci. Je vous mets de toute façon le site de l'autrice dans ma barre de description, parce que j'ai envie aussi d'oublier le résumé comme beaucoup des livres, mais c'est comme ça en fait que j'évite d'être influencée par l'avis des autres. Je vais pas le lire tout de suite, je pense que je vais peut-être attendre l'hiver prochain ou l'automne prochain pour le lire, parce que je pense que là cet été c'est pas encore le livre que j'ai envie de sortir tout de suite. Dans la série des livres que j'achète mais que je n'ai toujours pas lu, le tome 1, il y a Le Fleuve d'Argent de Chakraborty, je ne sais pas à quoi ça fait allusion, je ne sais plus, aux éditions de Saxus. Donc c'est un livre qui fait partie de la saga de la Cité de Laiton. C'est un livre que il y a très longtemps, enfin au moment de sa publication en anglais, Marie Aligno en avait parlé en story Instagram, elle disait qu'elle avait énormément aimé, et moi si Marie Aligno dit qu'elle a adoré ce livre là et que c'est une auteure qui a coécrit l'un de mes livres faves de tous les temps, je me dis que normalement je devrais pas me tromper si je l'achète. Donc j'achète toute la série. Dans la série, Emma a encore craqué son slip et a été influencée. J'ai acheté Icebreaker de Anna Grace aux éditions BMR. Ça nous raconte l'histoire de deux protagonistes, je ne sais plus leur prénom. Elle est patineuse et lui c'est un hockeyeur. Tous les deux font partie de deux équipes différentes et s'exercent dans deux patinoires différentes, mais l'une des patinoires va être endommagée ou brûlée, je ne sais plus exactement. Et ils vont devoir faire cohabiter ces deux sports dans cette même patinoire, donc refaire les emplois du temps, etc. Et ils vont beaucoup plus se croiser, et forcément ces deux personnages qui je crois de base s'apprécient pas trop vont apprendre à s'apprécier. Je vous l'avais déjà présenté dans mes achats du salon de Montreuil, mais je vous le représente quand même parce qu'il fait partie des achats de cet hiver. Il y a Les Monstres de Straudaven, donc le 1 c'est Touché par les ombres de Célina Fennec aux éditions du Chat Noir. C'est un livre d'urban fantasy qui parle de métamorphes ainsi que d'amour d'enfance après la mort de la mère d'Everly,
Shirley, elle va devoir retrouver dans sa ville natale, qui est très chargée pour elle, puisque déjà sa maman est décédée, et c'est là aussi où elle a eu son premier amour, ça lui a brisé le cœur, et il est décédé. Voilà, le trio parfait. Elle va devoir vraiment trier de grandes maisons qui étaient le magasin d'antiquités de ses parents à l'aide de sa meilleure amie, et au fur et à mesure en fait elle va avoir des espèces de flashbacks comme si elle était habitée, et en fait dans ses rêves elle a la visite de ce monsieur donc qui est du coup décédé par les griffes de monstres, mais sauf qu'elle pensait rêver, et au fur et à mesure qu'elle fouille dans les affaires de cette grande maison et de tout ce qui se passe dans cette ville, elle va se dire non j'ai peut-être pas halluciné, c'est peut-être vrai tout ça, je suis peut-être pas folle, et donc elle va comprendre que Shrewdhaven, donc cette ville, est une ville qui habite beaucoup de monstres. Je l'ai pas encore vu passer une seule chronique sur ce livre-là, mais par contre à chaque fois ils font un travail de mise en page très joli. Je sais pas aussi quand est-ce que je vais pouvoir me poser et le lire dans la série des romans Tessie. J'ai reçu de la part des éditions Roncière Enlevée par le destin de Shannon Meyer, et là je le sais d'office, c'est un livre aussi pour public averti avec pas mal de trigger warning. Je vais vous lire le résumé, je m'en souviens plus, pourtant ça fait un moment que je le connais celui-là. Sienna s'est livrée à des esclavagistes pour rejoindre le territoire loup-garou et sauver son meilleur ami. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu, la jeune femme est vendue aux vampires et forcée de prendre part au jeu de la moisson, une joute de séduction aux conséquences mortelles. Fils bâtard du roi général de l'armée des vampires, Dominique n'a qu'un but, protéger son jeune frère Will contre la tyrannie de leur aîné, le prince Edmund. Prêt à tout pour conserver le pouvoir, c'est sans compter sa rencontre avec Sienna. Un désir sauvage qu'interdit naît entre l'humaine et le vampire, mais dans un climat politique plein de violence, le moindre faux pas peut leur être fatal. Premier tome, le territoire alpha. Je sais que Dalila du conte Viens on lit l'a particulièrement aimé ce livre-là. Je vous dirai ça quand j'aurai décidé de lire un petit peu plus de romans Tessie. Il a l'air pas si gros que ça parce qu'il fait 309 pages, mais je sais pas si vous pouvez le remarquer en caméra, mais je trouve que l'écriture est quand même assez grosse, donc il y a moyen que je le lise vite quand même. J'ai reçu aussi pas mal de bandes dessinées, notamment le tome 3 de Phobos. Incroyable. Aux éditions Glénat de Victor Dixon, et ça a été fait illustré par Maria Francesca Périfan. Voici, j'avais adoré le premier tome, vraiment il était super bien fait, le deuxième tome également, et j'avais extrêmement hâte par rapport à là où on va se trouver dans l'histoire du tome 3. Donc ça reprend vraiment l'histoire de Phobos, il n'y a pas de nouvelles choses, mais je trouve que même si c'est pas le dessin que je préfère, parce que c'est un dessin qui est peut-être un petit peu plus rude, un petit peu plus brut que ce que je préfère en bande dessinée, je vais vous montrer des exemples juste après. J'avoue que je trouve que entre la colorimétrie et le style de dessin, ça va parfaitement à l'histoire. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est tellement dommage parce qu'il y a quelques années, on savait que Phobos allait être adapté. Or en fait ce qui s'est passé, c'est que un groupe, une entreprise, je ne sais pas quoi, a acheté les droits pour Phobos, mais en fait c'est comme s'ils mettaient un droit de veto en mode je mets une option sur celle-là, mais ça veut pas dire que ça va voir le jour, et en fait ça n'a pas vu le jour. Pourtant une adaptation sur cette série, mais ça serait tellement incroyable, et je suis trop déçue que pour l'instant le projet n'aille pas plus loin parce qu'on voit clairement qu'en bande dessinée, en caméra ce serait encore mieux. En bande dessinée j'ai aussi reçu Histoire de France au féminin des éditions Casterman. J'ai encore jamais lu des BD Casterman je crois. Youpsi. Voici à quoi ça ressemble. Donc ça retrace l'histoire de la France comme le titre l'indique, mais avec des faits historiques sur les femmes qui ont participé à la France qu'on connaît aujourd'hui, avec beaucoup d'anecdotes, et il y a une préface qui a été écrite par Yannick Ripa. C'est absolument pas normalement le genre d'histoire que je lis, mais j'avoue que je trouve que la manière dont ça a été pensé, il y a un côté éducatif mais aussi un côté facile à comprendre et plutôt, je dirais divertissant, mais c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas de ce que j'en ai lu pour l'instant, je l'ai pas encore fini parce que je l'ai entamé, c'est plutôt bien construit. À Noël, j'ai reçu de la part de ma belle-sœur et de son chéri le premier tome de Nevermore en BD. Je suis trop heureuse. Nevermore, c'est une série que j'adore. J'ai trop eu du mal à retrouver une série qui fasse un peu jeunesse young adulte en roman. J'ai bon espoir pour les Wish Per Week de Journalise chez les éditions Ozu. Hormis ça, j'ai pas retrouvé ce truc-là. À la Nevermore, t'as vraiment l'impression de grandir avec la protagoniste. Donc voici à quoi il ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Nevermore, c'est normalement des romans qui sont publiés en France chez PKJ, donc c'est écrit par Jessica Otto-Hobson. Donc le premier tome c'est les défis de Morrigan Crow, et donc on va nous raconter l'histoire de Morrigan Crow. Morrigan est née le jour du merveillon, c'est-à-dire le jour maudit. Ce qui veut dire que elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans je crois. Elle vit un peu enfermée chez elle, elle ne peut pas vraiment sortir parce que dès qu'il y a un verre brisé, il y a une tempête, il y a un mouchoir qui
il tombe par terre, c'est sa faute, parce qu'elle est maudite. Tous les enfants qui sont nés le jour du merveillon sont maudits et ils ont absolument tous les malheurs du monde qui reposent sur eux. C'est facile, messieurs dames, de dire ça. Ce fameux jour fatidique, elle va attendre cette destinée sagement et un homme va venir l'enlever. On n'est pas sur vraiment un gros kidnapping, mais il va l'emmener pour éviter qu'elle meure, dit à ce jour fatidique, et va l'emmener dans le monde merveilleux de Nevermore et elle va découvrir un monde où il y a des chats volants, où il y a des couleurs qu'elle n'a encore jamais vues et que cet homme excentrique et mystérieux qui s'appelle Jupiter va l'entraîner à devenir celle qu'elle aurait dû être. Je crois, sauf si c'est une intox que je vous dis et que j'ai mal compris, mais normalement je crois que le tome 4 est prévu pour la fin d'année. Je croise les doigts. Je suis tellement triste qu'on n'ait pas encore la suite de cette série. Si vous saviez, c'est un coup de cœur incroyable cette histoire. Avant-dernier livre, je me suis pris le tome 2 des Royaumes Maudits de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. C'est le tome suivant, le tome 2 des Royaumes Maudits. Je l'ai pas encore lu parce que j'avoue que j'ai vu passer une chronique qui disait des choses pas terribles du tout. C'est l'histoire de deux sœurs, une va être retrouvée morte et l'une des deux va devoir, veut la venger, notamment avec un homme énigmatique. Résumé très mal fait. J'ai vu un avis négatif et ça me fait un peu peur parce que je sais que c'est une trilogie et du coup j'ai peur de traîner dans ce tome 2, tout ça pour aller jusqu'au tome 3. Donc pour l'instant je l'ai laissé sous blister, je sais pas ce que je vais faire parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1 mais ça me fait vraiment giga peur parce que l'avis que j'ai vu en question, waouh, et ça arrache hein. Et le dernier livre que je vous montre, c'est un auto-édité que je m'étais précommandé. Il s'agit de Chimères de braise et de rêves de Ninon Iris H. Voici à quoi il ressemble. Donc c'est un hardback. Et j'adore parce qu'on a quand même pas mal de petites illustrations. Enfin, la mise en page est quand même bien faite. Puis j'adore parce qu'on a des pages qui sont toutes noires. Je trouve ça trop beau. Mais alors attendez, parce que j'avais vu des petites illustrations, mais bien sûr je les retrouve plus. Là, alors attendez, je vais peut-être vous montrer ça. une autre s'il vous plaît. Ici, on nous raconte l'histoire de Rei, à savoir que c'est un harem inversé. Rei est fiancée à l'héritier du clan des Chimères. Elle est fiancée et promise à lui depuis qu'elle est toute petite, sauf que lui fait partie des bourreaux qui ont exterminé sa famille. Forcément, elle veut se venger et arrivée à ses 23 ans, il me semble, elle a son plan qui est mis en place, qui est prêt. Son plan sanglant attend juste le jour fatidique et l'union qui doit avoir lieu, elle compte bien la sceller à sa manière. Base. Je sais pas si vous avez déjà lu du Ninon Iris H. Il y en a une autre histoire qu'elle a sortie aussi sur la petite sirène je crois et sur le roi des vampires, je sais plus. Mais en ce moment je vois que des avis sur cette autrice qui est pas mal appréciée. Donc j'ai hâte de pouvoir me faire mon avis sur cette histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ce long book haul est enfin terminé. Merci beaucoup et je vous félicite d'avoir tenu jusque là. Vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de précommandes. Il y a beaucoup d'auto-édité donc moi je dis que c'est plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, moi il me reste plus qu'à lire tous ces livres. Évidemment je ne pourrais pas les lire en même temps. Je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!